Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. Et je vous remercie pour votre fidélité. Nous allons ce soir parler d'architecture et d'histoire de l'architecture à l'occasion de la publication d'un livre par Madame Françoise Jurion-Doha, qui est mon invitée aujourd'hui. Vous avez eu la collaboration d'Aline Wachtelard pour l'ouvrage intitulé Le petit monde de l'architecte Henri Jacobs, au cœur de l'Art Nouveau à Bruxelles. Il s'agit d'un volume publié dans les Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles. Alors dites-nous un petit peu, Madame Jurion, qui est cet Henri Jacobs? Alors Henri Jacobs est un des principaux architectes de la période Art Nouveau, très méconnu, mais néanmoins les grands historiens de l'art étrangers nous disent que c'est le plus important après Horta et Ancard. Et il est fort peu connu par les Bruxellois. Pourquoi? D'abord parce qu'il a laissé très peu de traces. C'est quelqu'un qui a été éminemment discret, qui n'a pas laissé d'écrits dans les revues d'architecture et qui ne s'exprime que par la planche à dessin et par le porte-plume. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, il est resté trop méconnu. Et pourtant, les Bruxellois, et pas seulement les Bruxellois, voient tous les jours dans la rue des immeubles construits, dessinés par Henri Jacobs, et en particulier, ce qui m'a fort frappé, des immeubles destinés à l'enseignement. Il a tracé le plan de nombreuses écoles. Mais oui, quand j'en parle à des amis et connaissances et que je leur dis que je travaille sur Henri Jacobs, et je leur dis, mais de quelle école sors-tu? Et on me dit, ah, moi, je viens de l'école normale Émile André. Ah, moi, je viens de Scarbeck. Et alors je dis, mais vous avez été dans des bâtiments d'Henri Jacobs. Parce qu'en réalité, il a été très actif à la fois à Bruxelles-Ville, à la fois à Scarbeck, où il a construit le magnifique groupe scolaire de la rue Josaphat et également celui de l'Intout. Rue Avenue de Rodebé, qui sont tous classés. Il a aussi construit donc à Bruxelles l'école normale Émile André, qui est maintenant l'Institut Diderot, rue des Capucins. Et puis alors, en pleine guerre, en 1917, il arrive à obtenir de la commune de Laeken une énorme convention. Il a la convention de tout ce qui va être construit dorénavant à Laeken. Mais on connaît l'histoire, on est en 1917, en 1921, Laeken est rattaché à Bruxelles et la commune de Bruxelles, la ville de Bruxelles va essayer de ne pas devoir tenir compte de tout ce qui a été promis et engagé voilà, exactement, par Laeken. Mais malgré tout, il va aménager pas mal d'écoles de Laeken et il va faire un superbe projet pour un ensemble qui devait venir rue Withoek. Mais malheureusement, après bien des tergiversations, il finira par être abandonné. C'est l'entre-deux-guerres, les finances sont difficiles, l'approvisionnement en matériaux est compliqué. Et donc, tous ces beaux projets, même conçus en 17, vont peut-être tomber à l'eau. Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir, à quoi peut-on reconnaître sans hésitation, du premier coup d'œil, oserais-je dire, une œuvre, un bâtiment conçu et réalisé par Jacobs? Eh bien ça, c'est un piège. C'est un piège parce que pour nous aussi, avec Aline Wachtelard, nous avons sillonné, nous savions qu'il y avait une maison Jacobs au boulevard Lambermont. Nous avons sillonné le boulevard Lambermont de haut en bas et de bas en haut sans jamais la repérer. Il a fallu qu'on aille aux archives et que l'on ait le dessin. Et puis qu'à partir du dessin, on finisse par retrouver une maison qui ressemblait un peu au dessin qui avait été dessiné. Donc la spécificité de Jacobs, c'est que justement, il y a bien sûr, il y a quelques éléments de langage architectural communs à ces bâtiments, mais il va faire des choses extrêmement diverses. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas vraiment classable à 100% dans les architectes de l'Art Nouveau, parce qu'il va également construire des bâtiments, comme d'ailleurs plus de 95% des bâtiments bruxellois de cette époque-là, c'est-à-dire des bâtiments éclectiques. Puisque l'Art Nouveau, qu'on nous vante tellement, ce n'est jamais que, même en pleine période, autour de 1900, ce ne sera jamais que moins de 5% de ce qu'on construit à Bruxelles. Mais il n'y a pas des palmettes très caractéristiques? Il y a des palmettes, il y a des colonnettes en fonte, il y a une forme de gorge sous la corniche, il y a la succession de fenêtres au dernier niveau. Oui, mais il y en a d'autres qui font la même chose et Jacobs ne le fait pas toujours non plus. Donc c'est plus difficile que ça. Vous parliez d'une maison du boulevard Lambermont. Oui. Je suppose que les architectes signent de leur nom dans la pierre leur création. Je pense à une maison de Vizzanova, par exemple, avenue Bruckmann, ou à d'autres. Jacobs ne signe pas ces maisons. Parfois. Parfois, mais pas toujours. Pas toujours.
Et je dirais même plutôt que parfois, rarement. C'est-à-dire qu'il le fait notamment pour les maisons de la place des bienfaiteurs. C'est ça. Mais sinon, autrement, c'est très rare chez Jacobs. C'est un homme discret, hein. D'ailleurs, une chose est assez surprenante, c'est que nous n'avons même pas à coup sûr une photo de lui. Autant nous avons des photos de son fils, nous avons une photo de son père, mais de lui, actuellement, pas. C'est cette discrétion, d'ailleurs, il s'en vante à certains moments. Moi, je travaille, je ne suis pas là pour me montrer, je travaille. Il cultive ses relations. Il cultive les relations, il cultive les autorités administratives des communes avec lesquelles il travaille, mais il est discret. Ce n'est pas un homme qui va se mêler à la vie mondaine de Bruxelles, comme le font d'autres architectes. Alors, il a aussi construit des maisons privées à côté des bâtiments publics, écoles, etc. Il y a de très nombreuses maisons privées, et là, pas seulement à Bruxelles. Exactement, il a fait beaucoup de maisons privées, et ça pose un petit peu une question qui dépasse le cadre Jacobs. Comment peut-on faire vivre un bureau d'architecture? Parce qu'un bureau d'architecture, c'est non seulement un architecte dirigeant, ce sont d'autres architectes, ce sont des stagiaires, ce sont des dessinateurs, et il faut faire vivre, il faut faire bouillir la marmite quand même pour payer tout ce monde. Donc conclusion, Jacobs a fait évidemment des commandes publiques, il a fait également des bâtiments, des maisons privées à la fois pour la bourgeoisie, de belles maisons avec de belles Oui, ce ne sont façades. en général pas des maisons très modestes. Il a aussi construit fait des des maisons modestes. très modestes, notamment à Laeken. Il a travaillé pour une coopérative de propriétaires qui se mettaient ensemble pour mutualiser, dirais-je, les plans, pour mutualiser la construction. Et là, ce sont des maisons pour employés, des maisons simples, mais qui vont avoir quasiment en réduction les mêmes caractéristiques que les maisons bourgeoises. Parce que Jacobs va aussi faire beaucoup de logement social, hein. Il va être l'architecte attitré du foyer scarbécois. Il va construire quasiment, jusqu'à la guerre 14-18, il va quasiment avoir le monopole de tout ce qui va se faire pour le foyer scarbécois. Il a commencé par le logement social également à Laeken. Donc, il a fait de tout dans sa vie, hein. Mais beaucoup de ces artistes de l'Art Nouveau avaient une fibre sociale. Il avait une fibre sociale. J'ai lu un jour dans un ouvrage très général une appartenance au Parti socialiste qui, à mon avis, n'a jamais été prouvée. Je pense que ce n'est pas exact. Son fils, lui, va être beaucoup plus engagé, lui, puisqu'il va être un ami de Roger Motz, dont les plus anciens se souviennent, qui a quand même été président du Parti libéral. Alors, son fils porte le même nom que son père. Exactement. Alors, pour les distinguer, vous appelez l'un Henri Jacobs et l'autre Henri Aimé Jacobs. Absolument. Et dans certains livres sur Bruxelles, vous verrez d'ailleurs qu'on prête parfois à Jacobs une très grande longévité, mais en réalité, c'est parce qu'on confond parfois les deux Henri Jacobs. Son fils va prendre sa trace, moins inspiré et non encouragé par son père. Son père ne va jamais vraiment le pousser là-dedans. Ils vont même faire parfois bureau commun, mais œuvres architecturales séparées. Parfois, ils vont travailler ensemble à certains projets. Mais le fils Jacobs, lui, va partager sa maison d'ailleurs, hein, après la guerre, quand il va se trouver dans des situations économiques difficiles, il va partager sa maison avec Roger Motz, qui sera son locataire. Eh bien, je vous remercie infiniment, Françoise Jurion-Doha, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On a vu quelques images à l'écran. Oui. Je rappelle que vous avez publié dans les Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles ce très bel ouvrage intitulé Le petit monde de l'architecte Henri Jacobs, au cœur de l'Art Nouveau à Bruxelles. Merci infiniment pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.